l'actualité de ce 16 septembre, la marche meeting de l'unité d'action populaire a tourné court. C'est à coup de gaz lacrymogène que les manifestants ont été dispersés. On a assisté à des scènes de course-poursuite entre policiers et marcheurs. On parle aussi de blessés. Une femme a été évacuée sous perfusion. Les plaintes des passagers se multiplient de plus en plus. Voyager en voiture entre Ouagadougou et Abidjan ou Abidjan-Ouagadougou est un véritable calvaire. En cause les rackets opérées par des agents de sécurité de part et d'autre de la frontière entre les deux pays, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous vous montrerons des images exclusives tournées par un de nos reporters. C'est le dossier de ce journal. Et puis, justice internationale, la procureure Fatou Bensouda a décidé de faire appel de l'acquittement de Laurent Gbagbo pour crime contre l'humanité. L'information est tombée en milieu d'après-midi ce 16 septembre. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Ravi de vous retrouver pour ce journal. Les autorités gouvernementales et communales l'avaient jugé illégal, mais en face, l'unité d'action populaire regroupant plusieurs organisations syndicales et de la société civile a maintenu sa marche meeting de ce 16 septembre. Le face-à-face entre les agents de police et les manifestants était donc inévitable. Résultat, la marche a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. On a assisté à des scènes de course-poursuite entre manifestants et policiers. Il y a eu aussi des blessés. Une femme a même été évacuée sous perfusion. Retour sur les événements de cette folle matinée de ce lundi. Roméo Koïta. Les mains en l'air, les meneurs de la marche avancent. Le leader, Bassolman Bazia en tête. En face, la police prête à donner l'assaut. Les manifestants sont sommés de ne pas avancer. Et soudainement, les premiers gaz lacrymogènes partent. C'est la débandade. Bassolman Bazia est remorqué et extirpé du théâtre des émeutes sur une moto. Ensuite, les grenades lacrymogènes pleuvent. Les marcheurs battent en retraite, donnant lieu à une course-poursuite entre eux et les forces de l'ordre jusqu'à la bourse du travail, leur point de départ. Comment des enfants sortis pour manifester? Même depuis le régime de Blaise là, on n'a jamais en tout cas gagé le syndicat. Comment se fait-il que l'UAS, l'UAP va sortir et puis on va dégager? Non, ce n'est pas non. Attendez. Le pays appartient à qui? Je pensais qu'ils allaient se rallier à la lutte. Ensemble, on va trouver une solution pour que le gouvernement comprenne et prenne des mesures adéquates pour la lutte contre le terrorisme. Je ne peux pas comprendre que ce sont ces mêmes gens qui viennent nous jouer ce tour. Je suis très déçu. La manifestation laisse des séquelles. Les plus fragiles ne tiennent pas sous l'effet des gaz. Cette dame a été mise sous perfusion et évacuée sur un brancard par les sapeurs-pompiers. Ce jeune lui a reçu un projectile à la tête. La marche a été jugée illégale par la mairie de Ouagadougou, qui l'a signifié le 11 septembre dernier au mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples à travers une correspondance. Quelques minutes avant les échauffourées, un chef de la police l'avait rappelé aux meneurs de la marche. Ces derniers n'ont pas obtempéré, ils disent être dans la légalité. La loi 45-60, à son article 4, qui est composé de 3 alinéas, a été scrupuleusement respectée. La loi 22 de 21 octobre 1997, qui porte liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique, a été également scrupuleusement respectée. Et nous sommes prêts à répondre si une autorité estime que nous avons violé une quelconque loi. Donc si on croit qu'il faut tout simplement atteindre le porte-parole pour donner l'impression que les gens vont baisser les bras, ils vont reculer, ça ne nous ressemble pas. Le message qui sous-tend la marche sera finalement livré à la bourse du travail devant des centaines de manifestants surexcités. L'unité d'action populaire interpelle le gouvernement sur la situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader, les conditions de vie et de travail des FDS, la menace des libertés syndicales et démocratiques et la malgouvernance. Les organisations syndicales et de la société civile meneurs de la marche n'excluent pas une autre manifestation dans les semaines à venir.
Depuis l'élection de Roch-Marc Christian Kaboré, c'est la première fois qu'une manifestation d'une telle envergure est réprimée. Ce 16 septembre marque donc peut-être un tournant majeur entre le gouvernement et certaines organisations syndicales et de la société civile. Pour le porte-parole de l'unité d'action populaire, pas question de céder un seul pouce de la liberté d'expression et de manifester. Écoutez, Bassolman Bazier, très remonté contre le pouvoir. Que si les dirigeants croient que le moment est venu de vouloir transformer le peuple burkinabé en un orphelin pour le batailler et le mettre dans des intempéries, le peuple burkinabé aura toujours un porte-parole et des porte-paroles dignes de ce nom. Si on veut transformer le peuple burkinabé en une touffe d'être sauvage dans laquelle il faut cocher à souhait, nous allons nous dresser et dire non. Que ceux qui nous dirigent le comprennent. Celui qui n'a pas les capacités de porter des solutions aux préoccupations qui sont posées, personne n'a été attaché ni à un fauteuil présidentiel, ni à un fauteuil ministériel, ni à un fauteuil législatif. La ressemblance avec le 16 septembre 2015, là où ça me réjouit, c'est que le 16 septembre 2015, des balles ont siffloté. Également aujourd'hui, il n'y a pas une répression au-dessus d'une autre. C'est la même chose et ce sont les mêmes acteurs. Mais la même détermination que nous avons eue à défendre les acquis démocratiques. Comme nous l'avons dit, le mot d'ordre de grève générale du 16 septembre 2015 n'était pas pour complaire un homme politique, n'était pas contre un homme politique, c'était pour défendre les acquis démocratiques. Et c'est ce que nous tenons aussi à défendre aujourd'hui, parce que l'esprit de l'insurrection a été trahi, l'esprit de la résistance a été trahi par ses dirigeants. Toute autre chose, la décision était attendue depuis ce 16 septembre. Eh bien, elle est tombée. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a décidé de faire appel de l'acquittement de l'ancien président Laurent Gbagbo pour crime contre l'humanité. La procureure de la Cour pénale internationale a fait appel ce lundi contre l'acquittement de crimes contre l'humanité prononcé à l'encontre de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Arrêté en avril 2011 par les forces du président Ouattara, soutenues par l'ONU et la France, Laurent Gbagbo avait été reconnu en janvier dernier non coupable de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire. Ces violences, nées de son refus de céder le pouvoir à son rival, l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara, avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois. Laurent Gbagbo avait été libéré en février sous condition. La Belgique avait accepté de l'accueillir. Il est actuellement en liberté conditionnelle à Bruxelles en attendant un éventuel procès en appel. Voilà une décision qui vient quelque peu refroidir les ardeurs des partisans de Laurent Gbagbo qui comptent sur le retour de leur champion pour l'élection présidentielle de 2020. 2020 sera également une année électorale pour le Burkina Faso. Le sujet était au centre des discussions entre Zéphirin Diabré et Minata Samake Sessouma. C'était au cours d'une audience que le chef de file de l'opposition a accordée à la représentante de l'Union africaine ce matin, comme vous pouvez le voir sur ces images. Voilà maintenant cette question. Avez-vous une fois effectué le trajet Ouagadougou-Abidjan ou Abidjan-Ouagadougou? Si oui, vous avez été peut-être témoin ou victime, comme plusieurs passagers, de scènes de rackets opérées par des agents de police, de gendarmerie ou des douanes de part et d'autre de la frontière. L'un de nos reporters en a fait l'amère expérience. Vous allez voir des images qui ont été tournées dans des conditions un peu difficiles. C'est le dossier de ce journal qu'on pourrait intituler Ouagadougou-Abidjan, Abidjan-Ouagadougou, le trajet de tous les rackets. Il est signé Rémi Lambert-Nébier. Frontière Burkina-Côte d'Ivoire. Des centaines de citoyens des deux pays franchissent chaque jour cette limite territoriale qui ne devrait plus être que symbolique au nom de la libre circulation des biens et des personnes. Seulement qu'ici, les textes de la CEDEAO ou de l'UEMOA sur l'intégration sous-régionale et même les multiples accords de traités d'amitié et de coopération entre les deux pays n'ont aucune valeur, sinon que d'être de simples écrits. Avoir ces papiers en règle ne signifie non plus rien. Franchir cette frontière ivoiro-burkinabé exige une seule condition, un billet de banque à glisser. Nous ferons l'amère expérience de ces raquettes de haut niveau depuis septembre de retour d'un voyage en terre ivoirienne. Le trajet aller, nous l'avons effectué à bord d'un véhicule personnel, ce qui nous a peut-être épargné de certaines tracasseries. Mais nous voilà de retour avec une société de transport faisant la navette chaque jour entre les deux pays.
Au poste de contrôle ivoirien situé à la frontière, nos documents d'identité seront récupérés au bas du véhicule par un individu. Une manière pour mieux organiser le contrôle avant nous penser aussitôt. Retranché dans une maisonnette, chacun des passagers sera appelé à tour de rôle par les policiers. Quand ce fut notre tour, nous nous sommes empressés de tendre notre carnet de vaccination à jour, l'autre document exigé à la frontière. Mais d'un ton sec, un des policiers nous dit ceci. « Monsieur, je ne suis pas là pour contrôler des papiers. Donnez 1000 francs CFA. » Surpris, nous sommes restés bouche bée. Et devant notre hésitation à filer le billet, nous serons congédiés de la salle par un policier avec pour motif de nous aider à nous décider. Et c'est au tour du suivant de passer à la caisse. Mais après quelques instants passés dehors, nous décidons de retourner dans la salle pour mieux comprendre les choses. Pourquoi devons-nous payer 1000 francs CFA alors que tous nos papiers sont en règle? Et c'est là que nous tombons sur cette scène. Vous encouragez à ceux qui voyagent avec sortir, monsieur. Mais moi, j'ai ma. Je dis sortir, monsieur. Sortir. Je vais sortir. J'avais demandé. Il faut sortir, et puis laisse-moi dire qu'il faut sortir. Un autre passager qui refusait de payer est congédié de la salle comme nous. L'altercation va même se poursuivre dehors avec le policier. Non, je ne peux pas répondre à la moi, actuellement, si je ne suis pas à Jou, si je voyage sans pied, là, vous pouvez parler de la chose. On va gagner en temps. À quoi cher de voyager avec les pièces maintenant? Là, je vais voyager sans pièces. Ou bien, c'est ma pièce, j'ai mon carnet à Jou et il faut payer. Le monsieur en chemise orange est le convoyeur de notre car. Il nous fera comprendre que c'est ainsi tous les jours. Il vaut mieux payer pour ne pas passer des heures à la frontière. On était donc obligé de s'acquitter des 1000 francs CFA pour ne pas mettre les autres en retard. Et voici comment les choses se passent dans la salle. Non, lui, il est avec monsieur, voilà, les trois là, ouais, derrière vous, ouais. Allez-y, attendez devant le voilà, allez. Il a laissé son carnet partir. C'est une dame. Tel un chef de comptoir, un policier récupérait les billets de banque et retournait la monnaie. Passé le poste de contrôle ivoirien, nous voici aussitôt arrivés à Sully-Burkinabé. Mais avant notre descente du car, le convoyeur lui-même prend l'initiative de prévenir tout passager n'ayant pas son document d'identité à jour ou possédant un carnet de vaccination datant de moins de 10 jours d'apprêter un billet de 1000 francs pour chacun des documents demandés. L'escale fut moins compliquée, mais cette dame a dû opposer un refus catégorique de s'acquitter des 1000 francs CFA avant de passer. Je ne paye pas, je paye bien tout le CV va dire que ça, ce n'est pas reconnu sur le territoire burkinabé. Donc ils n'ont qu'à me laisser ici. C'est tout. Si tu sais que le document n'est pas bien, vous me dites que je ne rentre pas. Mais pourquoi tu prends 1000 francs? 1000 francs là où les papiers sont signés pour que devant je dis qu'il a plus de francs. Pour quelques 3 postes de contrôle juxtaposés, nous aurons passé plus d'une heure de temps à la frontière. Et oui, c'est à ce prix et à ces conditions que des centaines de Burkinabés et d'Ivoiriens franchissent la frontière chaque jour. Pour le reste du trajet jusqu'à Ouagadougou, des questions nécessaires de nous effleurer l'esprit. La CEDEAO des peuples peut-elle être une réalité avec une telle corruption à nos postes de frontière? Nos frontières sont seulement poreuses par manque de surveillance quand on sait qu'il suffit d'un billet de 1000 francs CFA pour passer haut les mains devant les agents de contrôle et sans le moindre papier. Et sans transition, vous le savez, nous sommes aujourd'hui lundi et comme tous les lundis, place maintenant à notre chronique éco. Ce soir, notre chronique éco est consacrée à la destination que prend l'or une fois extrait du sous-sol burkinabé. Où va l'or du Burkina Faso? Vous avez peut-être une fois manifesté cette curiosité. La première destination serait la Suisse. Pourquoi? Et quels sont les autres pays destinataires? Élément de réponse avec Arsène Konditamde.
En 2017, la production totale d'or au Burkina Faso s'élevait à 46,40 tonnes, une hausse de 20% par rapport aux 38,50 tonnes produites en 2016. Une production réalisée par 10 sociétés minières installées sur le territoire burkinabé. Et pour écouler ce produit, la Suisse est la destination favorite des entreprises minières qui y écoulent 84,38% de la production totale pour des recettes d'environ 915 milliards de francs CFA. La plupart des compagnies que nous avons ici ont comme principale destination la Suisse comme acheteur. Traditionnellement, la Suisse, c'est un peu le carrefour, c'est de l'or. Je crois que les affineurs sont souvent là-bas, les gros acheteurs. Et c'est un peu la plaque tournante un peu du commerce de l'or. C'est vrai qu'il y a d'autres capitales, mais moins importantes quand même que la Suisse. Dans ce classement, l'Inde est la deuxième destination favorite de l'or made in Burkina Faso, avec 14,9% des exportations, suivi du marché sud-africain, où les acquéreurs ont acheté 1,48% de l'or burkinabé pour un montant d'environ 16,7 milliards de francs CFA. Le choix du pays d'exportation de cette matière extractive se fait en fonction de l'acquéreur le plus offrant. Les sociétés minières vendent à des acheteurs qui sont prêts à accepter leur prix. Avec les matières premières internationales, il y a ce qu'on appelle des lobbies qui imposent leur prix. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que l'État a intérêt ou pas. Je pense que l'intérêt, c'est l'intérêt de l'État et de la société minière, puisqu'ils sont partis. Ils sont actionnaires associés, donc c'est de vendre au meilleur prix et puis de faire les meilleurs bénéfices. L'exportation de zinc représente 8,13% des exportations du secteur minier en 2017, selon le rapport 2017 de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives du Burkina Faso. Et si la Suisse est la destination privilégiée de l'or, la Côte d'Ivoire reste la destination exclusive du zinc burkinabé, produit essentiellement par la société Nantou Mining. En fait, c'est les portes de sortie. Pour ce qui concerne le zinc, la Côte d'Ivoire, c'est le port, j'allais dire, par où le zinc sort. Voilà, mais ce n'est pas dit que c'est vendu en Côte d'Ivoire. À partir de la Côte d'Ivoire, ça prend des destinations précises. Toujours selon le même rapport 2017 de l'ITIE, la société IAM Gold et Sakan est celle qui présente la valeur d'exportation la plus importante, avec 317,753 milliards de francs CFA. Elle est suivie au classement par Bissa Gold avec 231,779 milliards de francs CFA et de Semafo et ses 151 milliards de francs CFA. Changement de cap dans le secteur de la santé sexuelle et reproductive. Un projet a été lancé à Ouagadougou ce week-end, piloté par des organisations de la société civile. Ce projet, qui sera opérationnel dans plusieurs pays africains, vise à rendre plus performants les politiques dans ce sens. Rémi Lambert-Nébier. Mise en œuvre par un consortium d'organisations de la société civile, le projet régional Activité d'amélioration de la performance des politiques et stratégies de droit et santé sexuelle et de la reproduction vise non seulement à baliser le terrain, mais aussi à contribuer à l'efficacité des projets et programmes mis en œuvre à l'échelle nationale. D'une durée de 2 ans, ce projet mettra l'accent sur des groupes spécifiques de la population de 6 pays d'Afrique occidentale et australe. C'est un projet qui vient en appui aux initiatives déjà déployées aussi bien par le gouvernement que par les autres partenaires techniques et financiers pour promouvoir la santé de façon générale, la santé de la reproduction en particulier, en tenant compte de la nécessité d'améliorer l'accès des populations, y compris celles vivant avec un handicap, aux différents services. Et créer un environnement favorable de telle sorte à ce qu'on puisse arriver à réduire les taux de grossesse en milieu scolaire, les taux de grossesse chez
personnes relativement jeunes, et aussi fédérer les efforts des différentes parties prenantes de sorte à ce qu'à terme, on puisse même élaborer des projets beaucoup plus ambitieux. La mise en œuvre du projet suivra une démarche pragmatique et inclusive. Les impacts attendus suscitent donc beaucoup d'espoir au sein du ministère de la Santé. Nous avons des lois, nous avons des programmes, nous avons des projets que nous avons mis en place, qui ont été votés, mais qui, par exemple, sont insuffisamment connus déjà à travers la population. Deuxièmement, nous avons des initiatives, par exemple, qui adressent les personnes vivant avec un handicap, mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez qu'on a toujours des grossesses, une grosse panoplie de grossesses non désirées, de grossesses en milieu scolaire. Tout ça, c'est pour dire que nous avons des initiatives, mais ce n'est pas suffisant en termes d'information. Et quand vous regardez ce projet, vous voyez qu'il adresse la question des droits dans toute sa profondeur, en prenant en compte des groupes spécifiques, par exemple, comme des personnes vivant avec les handicaps. Donc, à mon sens, oui, c'est un projet qui vient très bien compléter ce que les gens font sur le terrain en termes de ce que l'on appelle création de la demande, mais également en termes de favoriser ou de promouvoir en tout cas un environnement favorable à la santé sexuelle et reproductive. Le projet est financé par le fonds Amplify Change. Les actions sur le terrain se mèneront de concert avec les institutions sous-régionales comme la CEDEAO, l'Organisation ouest-africaine de la santé et le Fonds des Nations Unies pour la population. Ce 16 septembre, le monde entier célèbre la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Au Burkina Faso, le Bureau national ozone a rappelé la nécessité de préserver cette couche qui nous protège contre les rayons ultraviolets du soleil, très dangereux pour la santé. Luc Pabelgem. Depuis que l'humanité s'est rendue compte qu'il y avait un gouffre dans la couche d'ozone à cause des émissions de gaz et des substances l'appauvrissant, a commencé une mobilisation commune en vue de sa protection. Cette protection se ressent encore plus le 16 septembre, instituée Journée mondiale de l'ozone. Au Burkina Faso, cette journée internationale de la protection de la couche d'ozone est saisie par le Bureau national ozone pour sensibiliser les populations sur la nécessité de préserver cette couche très vitale. C'est ce bureau qui est chargé de contrôler tout fluide frigorigène avant son entrée sur le sol burkinabé. Les bonbonnes et les bouteilles de gaz ne contiennent pas tous les fluides indiqués sur les emballages. Des vérifications sont donc nécessaires et sont effectuées par les équipes techniques gratuitement pour tout commerçant et consommateur. Le Burkina Faso a ratifié un certain nombre de textes que les techniciens ont éventrés tout de suite. Il ne s'agit pas de les ratifier. Il faut aller à la pratique. Et la pratique aujourd'hui consiste véritablement à lutter efficacement contre l'existence, l'entrée de certaines substances toxiques dans notre pays. Je voudrais réserver peut-être ce terme technique-là aux techniciens. Ce que je voudrais dire, il faudrait qu'on se donne la main. Ce qui est recommandé au Burkina Faso, c'est le produit 134A. Il ne détruit pas la couche d'ozone, mais a un effet de serre, donc a des répercussions sur l'environnement. À la longue, il sera retiré du marché et sera remplacé par des gaz protégeant la couche d'ozone et sans effet de serre, comme le préconise l'amendement de Kigali. Aujourd'hui, en tant qu'acteur, si vous voulez acheter un fluide frigorigène, un réfrigérant, des climatiseurs, rassurez-vous que le vendeur ou l'importateur est connu par le bureau ozone. C'est obligé. Donc, demandez ça. Demandez leur papier. S'ils n'ont pas ça, dites-les, ah, si c'est ça, je ne suis pas certain de ce que tu fais, c'est pas légal peut-être, donc je vais me rapprocher du bureau ozone. Celles-là, ce sont des actions que chacun peut faire à son niveau et vous savez, comme on le dit, dans le domaine de l'environnement, chaque action compte. L'élément qui détruit la couche d'ozone est le chlore. Il est contenu dans tout produit où est mentionné CFC, c'est-à-dire chlorofluorocarbone, ou les HCFC, que sont les aérosols, les réfrigérants, les halons comme les extincteurs, les bromures de méthyle comme les pesticides. Des sorties sont effectuées régulièrement sur le terrain afin de s'assurer de la conformité des réfrigérants et des fluides frigorigènes sur le marché. Les services des douanes sont aussi chargés du contrôle des fluides et des gaz qui doivent entrer sur le territoire burkinabé. Ces services demandent seulement à être équipés afin de remplir efficacement leur mission.
La couche d'ozone est cette membrane située entre 20 et 30 km au-dessus de la surface de la Terre. Elle agit comme un bouclier de protection contre le rayonnement ultraviolet nocif émis par le Soleil. Elle protège toute forme de vie sur la planète, évitant des cas de cancer de la peau. Et pour terminer, direction la région du Centre-Ouest, où le ministre de l'Agriculture est allé visiter plusieurs champs de céréales dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2019-2020. Rémi Lambert-Nébier, Abdelaziz Saré. Attendu pour 8 heures, c'est finalement à 12 heures que le ministre de l'Agriculture, Salif Ouedraogo, se présente au village de Tangan-Wopdou. Sans plus tarder, il procède à la visite des champs. Le suivi et évaluation de la campagne agricole se poursuit dans le Centre-Ouest. Dans cette exploitation, les cultures se portent bien. Le niébé est au stade de floraison et même un peu plus. Cette visite nous réjouit énormément. Pour l'exploit réalisé dans ce champ, nous avons bénéficié de formations en technique agricole, et ce, grâce aux techniciens qui nous ont coachés depuis le début. Dans le village de Nariou, le groupement Nawa-Mangba ne compte pas uniquement sur l'eau de pluie pour arroser sa rizière de 90 hectares. L'eau de ce bouli réalisée par la République de Chine sert aussi à l'irrigation. La rizière est ouverte et promet un bon rendement. En plus du bouli, la République de Chine a offert 3 machines à décortiquer à ses riziculteurs. On a offert 3 machines de cette machine. La machine, ça c'est lorsqu'on a décoré, on a récolté les filles, on peut utiliser directement ici pour mettre le parti. Et on espère qu'on peut utiliser une machine dans tous les parcours de Burkina-Faso, puisque c'est très pratique et c'est très facile, si possible. Pour la réalisation de ce champ de maïs d'1 hectare, le vieux Cabré a bénéficié de l'appui du ministère en charge de l'agriculture. Après son exploration, le ministre Salif Ouedraogo se dit étonné. Il y a de l'espoir dans le Centre-Ouest. De façon générale, on peut dire que les pluies se sont établies bien sûr en l'état, mais la régularité a permis quand même de pouvoir rattraper un temps soit peu dans le développement des plants. Cependant, il faut que nous puissions obtenir quelques pluies jusqu'en début octobre pour nous permettre vraiment d'être rassurés et de pouvoir vraiment espérer avoir quand même une campagne qui va nous donner des quantités quand même assez de production assez suffisante. Il est attendu plus de 800 000 tonnes de production cette année dans la région du Centre-Ouest. L'une des ambitions du gouvernement burkinabé est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2025. Le ministre de l'Agriculture promet de mettre en place une stratégie dès l'année prochaine afin d'atteindre cet objectif. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, à 19h30 pour notre session de l'actualité. Merci de votre fidélité.